Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Toulouse, avec une société qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, le M des GAFAM, Microsoft. J'ai eu le plaisir d'interviewer Marie-Pierre Lantéry, la directrice régionale Sud-Ouest de Microsoft. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Toulouse ou Lyon. J'ai le plaisir d'interviewer des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Aujourd'hui, épisode exceptionnel avec Marie-Pierre qui nous raconte l'histoire du développement de Microsoft en France, qui a fêté l'année dernière ses 40 ans de présence sur notre territoire. On va évidemment parler des sujets brûlants et passionnants que sont l'IA ou la cybersécurité, mais aussi de sujets peut-être plus profonds que sont l'école, l'engagement pour le territoire, l'inclusion ou encore les femmes dans la tech. C'est parti! Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Guillaume. Merci d'être sur ce podcast Extramuros. On est vraiment très honorés. On a le M du GAFAM. Et quand on est parti dans ce podcast qui parle des régions, peut-être que c'était pas la première boîte à laquelle on aurait pu penser. Mais vous êtes en région et tu es toi-même depuis Toulouse, directrice régionale du Sud-Ouest. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de ton invitation, de votre invitation. Comment ça se fait je pense que peu de personnes le savent peut-être, mais que vous êtes vraiment présent en région et en l'occurrence dans le Sud-Ouest avec toi. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, peut-être je vais quelques mots sur mon parcours et tu vas voir que Microsoft a toujours été présent en région. Moi, j'ai débuté chez Microsoft en 1999 dans une région qui était chère puisque c'était à Aix-en-Provence, dans le sud-est. Voilà, et j'ai rejoint en fait les équipes de Toulouse 17 ans en 2007. Donc ça a été une formidable opportunité pour moi, comme tu peux l'imaginer, de rejoindre un groupe comme Microsoft. Et cette formidable opportunité s'est transformée au long de toutes ces années en une fantastique aventure, puisqu'en fait, quand j'ai démarré, j'étais dans déjà un très grand groupe, un très grand nom, Microsoft, qui développait des produits bureautiques et qui était leader dans ce domaine-là et dans le domaine des systèmes d'exploitation. Et aujourd'hui, Microsoft est un des leaders toujours dans l'innovation et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est d'avoir parcouru 25 ans dans une entreprise capable de se réinventer, de se transformer, d'être extrêmement agile avec une capacité d'innovation hors norme. Quand j'ai démarré donc en région, sur Aix-en-Provence, et j'ai continué ces fonctions quand je suis arrivé à Toulouse. J'ai eu le plaisir en fait d'accompagner l'écosystème partenaire de Microsoft, puisque chez Microsoft, nous avons une stratégie écosystémique, c'est-à-dire que nous adressons l'ensemble de nos clients et des organisations à travers nos partenaires. C'est vraiment notre ADN. Puis après, j'ai changé de fonction et j'ai eu le plaisir d'accompagner les clients en région, au cœur des territoires, les ETI, les PME, les TPE de la région du Sud-Ouest, avec un constat qui m'a accompagné toutes ces années, c'est la formidable capacité d'innovation de nos entreprises, de nos PME en région et leur rayonnement à l'international, d'autant plus puisque j'avais eu le plaisir de les accompagner également et de les soutenir pendant la période du premier confinement et on a des véritables capitaines d'industrie dans nos régions. Voilà. Et maintenant, depuis 18 mois, j'embrasse les fonctions de directrice de région, de la région Sud-Ouest pour Microsoft, qui couvre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et ça a été quoi donc tes rôles précédents pour qu'on comprenne bien quelle interaction tu as avec le monde économique? Quelles étaient tes fonctions? Quand j'accompagnais les partenaires, en fait, j'étais responsable de compte pour les partenaires.
Donc ça veut dire qu'on les accompagne en les formant, en faisant du transfert d'expertise techniquement, en les accompagnant sur la mise en place de leur campagne marketing, de leurs événements, en les accompagnant commercialement en fait. J'accompagnais les équipes commerciales. Et puis après, quand j'avais le plaisir d'accompagner, d'être responsable de compte des clients ETI, PME, TPE de la région, on est toujours, comme je te l'expliquais, avec, c'est un ménage à 3 si je peux m'exprimer ainsi, le partenaire Microsoft et le client et c'est de pouvoir, aller, aider les clients, en fait à évoluer, à se transformer, à se développer, à créer de la valeur en s'appuyant sur les nouvelles technologies, avec le support de nos partenaires. D'accord. Du coup, c'était donc ce ménage à trois parce que c'est plus efficace. En fait, pour bien, est-ce que tu as des exemples pour bien comprendre ça veut dire que c'est plus efficace d'avoir un partenaire qui interagit avec le client que vous en direct? En fait, dans notre écosystème partenaire, on a toutes sortes de partenaires, hein. Des éditeurs de logiciels, donc qui ont cette expertise verticale, on va dire, du segment du client. On a des startups qui vont avoir cette capacité d'innovation. On a également des ESN qui vont pouvoir aller déployer les projets chez les clients et qui ont cette expertise technique et cette expertise projet que Microsoft n'a pas vocation à avoir. En fait, Microsoft propose en fait les solutions innovantes, les briques de Lego en fait, à disposition des clients et que les partenaires assemblent pour aller construire la solution qui répond au mieux aux enjeux du client. Alors, on va pas refaire toute l'histoire de Microsoft, mais du coup, moi, j'ai une vision, hein, j'imagine, assez partielle des Mmh. solutions, parce que quand tu as un PC, tu as toujours vu ce logo dès que tu allumes l'ordi. Mais j'imagine que du coup, il y a il y a quelque chose, il y a quelques briques en plus. Alors oui, les briques en plus, c'est ce que je te partageais, en préambule. C'est vrai que quand moi je suis arrivé chez Microsoft il y a 25 ans, essentiellement Microsoft, c'était la solution bureautique qui existe toujours et qui est toujours très utilisée, par le grand public et par les professionnels et le système d'exploitation. Mais aujourd'hui, Microsoft, c'est l'ensemble des solutions collaboratives que peuvent utiliser le monde professionnel et le grand public, que ce soit à travers les messageries, les solutions de webconférence, les solutions les portails d'entreprise, pour faire très simple. Ça va être aussi des solutions qui permettent d'exploiter, de valoriser les données, la data. Ça va être des solutions qui permettent de construire des solutions basées sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. En fait, le spectre des solutions Microsoft est extrêmement large parce que si je veux utiliser une image triviale, ça va en fait de la console de jeu, en fait, jusqu'à l'intelligence artificielle générative dédiée aux entreprises. Donc c'est génial parce qu'en effet, tu as connu plusieurs boîtes quelque part, quoi. Exactement, sur ces 25 ans, Hmm. plusieurs boîtes, plusieurs métiers, et encore une fois, avec une agilité, une capacité à se réinventer, à innover qui est juste hors norme, qui est juste fantastique. Et j'ai l'impression d'avoir fait 40 métiers différents, quoi. Et alors concrètement, comment ça s'implante en région Microsoft? Alors, en fait, si je te parle d'abord dans mes missions, puis ça va t'éclairer de Microsoft en région. Moi, en tant que directrice régionale, je porte toutes les missions de Microsoft dans toutes leurs dimensions, au cœur des régions, au cœur des territoires. Donc, c'est forcément très varié. Tu en as une petite idée à travers ce qu'on vient d'échanger et elles sont nombreuses, ces missions, et c'est ce qui rend le job complètement passionnant. Ça va être d'accompagner les équipes de compte auprès de nos clients, de supporter ces équipes qui accompagnent nos clients dans leur développement, dans le déploiement des nouvelles technologies au service de leur stratégie, de leur enjeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être aussi d'accompagner tout l'écosystème partenaire au cœur des régions, les partenaires régionaux et les partenaires nationaux qui ont aussi un ancrage régional. Ça va être de travailler avec tous les clusters numériques de la région et les pôles de compétitivité. D'assurer les relations avec les institutionnels privés et publics. Et puis en dernier lieu, une mission moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est de porter toutes les initiatives à impact sociétal de Microsoft au cœur de la région. Donc en fait,
au cœur des régions, on a une déclinaison de toutes les activités de Microsoft dans toutes leurs dimensions. Très clair. Du coup, c'est combien de personnes autour de toi là aujourd'hui? Alors, en fait, il y a des personnes qui sont. Alors, on est basé, comme je te disais, sur Toulouse et Bordeaux, avec des ressources en région, des ressources également qui ont des activités en région. Après, tu sais que Microsoft, depuis toujours, favorise le travail hybride. Et ça s'est accéléré, comme pour beaucoup d'entreprises, après le confinement. Mais moi, quand je suis rentré il y a 25 ans chez Microsoft, il y avait déjà, en fait, du travail hybride, pas avec les mêmes moyens technologiques, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un nombre arrêté par région et par entité, par ville. Vous, Ce qu'on peut vous avez une partager, politique de ouais, télétravail, ça se représente en jours par semaine que vous pouvez faire ou... c'est ça en fait, c'est un jour par semaine, voilà, à l'extérieur. Et puis on est amené à être extrêmement mobile puisque moi je navigue entre Montpellier, Toulouse et Bordeaux. Mais pour, euh, pour reprendre en fait cet ancrage régional, Microsoft est présent en France depuis plus de 40 ans. On l'a fêté en juin dernier et a toujours été présent au cœur des régions. Donc depuis 25 ans, comme tu le vois à travers mon parcours, puisque j'étais à Aix-en-Provence, aujourd'hui je suis sur Toulouse, Microsoft a toujours été très présent dans les régions avec une très forte volonté de développer cet ancrage régional. Donc c'est quoi notre credo à travers cet ancrage régional? C'est être le catalyseur de l'innovation au sein des territoires et de l'innovation technologique. Et c'est aussi, et les deux sont très importants et sont en miroir, c'est être un trait d'union, être en fait un trait d'union, créer de la synergie en fait entre les acteurs du territoire. Et là aussi encore, on parle d'écosystème, que ce soit les entreprises, quelle que soit leur taille, les partenaires, les startups, les organisations publiques, mais aussi avec les universités, les écoles ou alors les entreprises engagées. Donc, la vocation, c'est au cœur du territoire, au cœur des régions, c'est aider les clients et les organisations, quelles qu'elles soient, en fait, encore une fois, à créer de la valeur, à se développer, à se transformer en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Et il y a une étude récente de KPMG, c'était fin 2003, KPMG France, avec le MEDEF, qui a été présenté, c'est-à-dire que j'ai eu le plaisir, auquel j'ai eu le plaisir d'assister sur Bordeaux, auprès de 200 dirigeants de TI sur tout le territoire français. Et c'est aujourd'hui 75% en fait des dirigeants de TI en fait placent en priorité numéro un le numérique pour les aider dans la transformation de leur modèle d'affaires, de leur business model en bon français. Ça, c'est le premier sujet. Le numérique reste un pivot essentiel dans la mutation de leur modèle opérationnel et économique, que ça soit donc transformation de modèle d'affaires, création de nouveaux services, mais ça va être pareil pour la transition énergétique et la cybersécurité. Clair. Et être le catalyseur de l'innovation, c'est quelque chose. Nous, on est une société à mission, et ça ressemble à une mission comme quand tu es société à mission. C'est le cas de Microsoft France ou pas forcément? Alors, moi, j'aime bien à dire que quand on s'appelle Microsoft, on a une ambition, c'est de rester un des grands leaders de l'innovation technologique, de l'innovation numérique. Et on a une mission, c'est porter des initiatives à impact sociétal, social au cœur des régions et sur tout le territoire, pour répondre à ta question. Ouais, mais merci. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas compté, mais dans les GAFAM, c'est qui le plus vieux? C'est Microsoft? En tout cas, moi j'ai eu l'impression, une fois de plus, je suis pas du tout du secteur, mais que il y a un retour d'une hype Microsoft aujourd'hui que je trouve être peut-être le plus performant, le plus peut-être le plus dans l'air du temps aujourd'hui, alors que ça n'a pas été le cas il y a 5-10 ans peut-être. Et c'est peut-être parce que justement il y a un cap qui était sain et qui était bon depuis longtemps. Oui, en fait, on est alors, le plus vieux, on est l'un des plus vieux, mais je pense, oui, le plus ancien,
clairement. Avec l'arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft Corporate, donc en 2014, il y a eu cette agilité, cette capacité d'innovation dont je te parle, mais qui est vraiment je dirais le fil rouge quand on parle de Microsoft, a permis d'accélérer en fait sur tous ces sujets et en particulier sur les sujets de l'intelligence artificielle. Une fois que ça est Ouais, posé, comment ouais, en fait l'idée dans Extramuros c'est de faire toujours très simple et de donner à d'accord. voir et de faire comprendre comment un Comment on géant comme matérialise notre Microsoft ancrage est là local? quoi Ouais, et ouais. comment une PME peut vous contacter et bosser mieux avec vous Comment on matérialise et l'ancrage et local? C'est où ça. est-ce qu'on trouve Ouais. Microsoft? Alors déjà moi je suis content de savoir que c'était à Aix, à Toulouse et que c'est pas uniquement sur le bord du périph à Paris quand tu vois ce bel Maintenant, c'est à immeuble Marseille, et, que à et CCI. ouais, on va y venir. Et donc, ouais, il y a ces fameux labs. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est vraiment les lieux totems de notre ancrage régional. Alors, euh, en fait, on est passé d'une notion d'agence de type commercial au Microsoft Experience Lab. Et la nuance n'en est pas une, en fait, puisque ça symbolise vraiment, en fait, cette volonté d'avoir cet ancrage au cœur de la région, au sein des territoires. Et j'appuie ces mots qui vont revenir, je pense, pas mal pendant notre échange, parce que c'est la quintessence même de notre volonté d'être présent en région. Donc, les Microsoft Experience Labs, sur la région sud-est, on a la chance, on en a deux, on en a un à Toulouse et un à Bordeaux. Bordeaux qui a été ouvert en fait en, en juin 2020, en janvier 2020, pardon, et Toulouse en septembre 2020. Et c'est un lieu, c'est une plateforme en fait dédiée à l'innovation, c'est une plateforme dédiée à la création, euh, qui est ouvert en fait à tout l'écosystème Microsoft, mais pas que, à l'ensemble des acteurs du territoire et de l'écosystème du territoire. Et donc, fais-nous, si tu devais nous le faire visiter, ça ressemble à quoi? On y va si on est étudiant, on y va si on est en équipe, en entreprise. Comment ça marche? Alors, les activités sont très très riches. En fait, il y a un espace de conférence, des salles de réunion, des espaces de coworking, des salles de formation. Euh, D'abord, ces labs, en fait, le premier objectif très très simple hein, de ces Microsoft Experience Labs, c'est d'être au plus près de nos clients et de nos partenaires. Donc, c'est vraiment de développer cette proximité physique. Puisqu'on parlait tout à l'heure de travail hybride, de télétravail, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise tous. Mais c'est de pouvoir développer cette proximité physique. Ça, c'est le premier point. Après, c'est vraiment, comme je te le disais, un hub d'innovation et de création de dynamique entre tous les acteurs de la région, que ce soit les clients, que ce soit les institutionnels, que ce soit les partenaires, que ce soit les étudiants, tu parlais des étudiants, les entreprises à mission, les entreprises engagées. Donc, ce lieu leur est dédié, leur est ouvert. Ça, c'est un autre point. Et puis après, c'est là où ce lieu où on accueille les clients pour les accompagner, encore une fois, dans leur transformation, dans leur développement, qui sont supportés bien sûr par le numérique et sur les sujets d'intelligence artificielle. Et je vais t'illustrer en fait tout ce que je te partage là. Et enfin, c'est un lieu où nos partenaires, quels qu'ils soient, donc partenaires au sens très large, vont pouvoir faire des événements, des séminaires pour leurs clients. Certains de nos clients les utilisent aussi pour leurs propres réunions internes parce que ça favorise le brainstorming, la création, l'idéation. Donc, un exemple, on accueille régulièrement, toutes les semaines, nos clients pour des sessions d'idéation autour de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. On accueille donc les collaborateurs de nos clients, les COMEX, et on fait des sessions d'idéation qui sont basées sur des méthodologies d'intelligence collective, de design thinking, pour partager en fait, ils partagent leur feuille de route stratégique, leurs enjeux, et à partir de là, on va travailler pour déterminer les cas d'usage qui vont porter le mieux ces enjeux et également la feuille de route numérique pour les accompagner dans cette évolution. Ça, C'est vous qui l'animez? C'est vous c'est qui nous qui animez ça? l'animons, Mhm. toujours avec des partenaires.
Donc, il y a Ouais, toujours ok. encore ce fameux ménage à trois. Hmm. Sur les 10 derniers mois, on a accueilli plus de 200 entreprises, organisations au sein de Lab pour ce type de session d'idéation autour de l'intelligence artificielle. Pour te donner une petite idée, le nombre d'événements dans chacun des labs, que ce soit Microsoft qui fasse ces événements en direct, que ce soit nos partenaires, que ce soit du mono-client, du multi-client, c'est plus de 100 événements en fait dans le lab de Bordeaux et 168 pardon, événements sur le lab de Toulouse. On a également des événements pour nos partenaires. On va faire des formations, on va les accompagner dans leur plan marketing. Et ça, c'est les équipes qui gèrent les partenaires qui font ces événements au sein de nos labs. Ouais, c'est un peu comme une boutique où tu as envie d'aller toucher le produit, quoi. Là, vous êtes, tu vis vraiment l'expérience Microsoft en Alors étant voilà, sur c'est vraiment place. un lieu pour Euh, phosphorer déjà. voilà. Voilà, pardon, c'est un lieu pour phosphorer parce qu'on se rend compte que quand on accueille des comités de direction, c'est aussi pour eux l'occasion de phosphorer sur des sujets qu'ils n'arrêteraient pas forcément dans leur comité de direction habituel. Et puis, c'est aussi des lieux, tu parlais d'entreprises à mission, où on accueille toutes les organisations engagées de la région qui le souhaitent pour leurs propres ateliers, pour leurs propres événements. Pareil, à peu près il y a un mois, on a accueilli FAS 31, France Travail aussi, on les a accueillis sur l'année à plusieurs reprises. Mais c'est aussi un lieu où on va décliner toutes nos initiatives à impact sociétal. Par exemple, les écoles dont Microsoft by Simplon, qui sont destinées en fait à des personnes en reconversion. Pour certaines promotions, elles sont hébergées au sein de nos labs. C'est là aussi, en fait, où moi je raccueille régulièrement, en fait, des promotions d'élèves de troisième en stage, en partenariat avec Tous en Stage. Donc là, on les sensibilise au métier du numérique. On peut organiser aussi des hackathons autour de l'intelligence artificielle, c'est toujours très ludique. Et on les sensibilise aussi au métier de la cybersécurité à travers un programme national de Microsoft qu'on décline à ce moment-là en région, qui s'appelle la cybersécurité, mon futur métier. D'accord. Voilà. Et Donc très tourné ouais, vers la ouais, jeunesse voilà. et qui peut du Et coup pas avoir que, et accès, et vraiment pas que. l'inclusion en fait, ouais, et l'inclusion. En fait, très tourné vers l'inclusion. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On a pu décliner aussi l'année dernière, en mars 2023, sur Bordeaux et Toulouse, en fait, une initiative nationale de recrutement inclusif qui s'appelle À vous la tech. Donc, on l'a décliné sur le lab de Toulouse et sur le lab de Bordeaux. Et à Bordeaux, par exemple, ça nous a permis sur une demi-journée de coacher 50 candidats et de créer, en fait, de rassembler plus de 100 offres d'emploi. Super. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est une des forces, il me semble, du secteur numérique, c'est que tu peux y accéder sans forcément. Tu peux partir avec un bagage académique qui est faible et te former très vite et progresser. À l'inverse, peut-être d'autres secteurs. C'est une seconde chance qu'on peut donner à beaucoup de jeunes. Exactement. Et c'est aussi la base, en fait, de la création des écoles Microsoft by Simplon. Donc, c'est un programme d'école, une initiative qu'a mis en place Microsoft et qui sont opérées, cette initiative est opérée par en fait l'organisme de formation Simplon. C'est exactement ça. Donc, il y a des écoles cyber, il y a des écoles IA, il y a des écoles cloud. Cette initiative a été créée en 2018. Aujourd'hui, on en est à 1300 apprenants et 79 promotions dans toute la France. Et ces écoles, c'est vraiment destiné aux personnes en reconversion, quel que soit d'ailleurs le motif de la reconversion. Et c'est vraiment d'adresser en fait deux enjeux. L'un, c'est de l'aide, en fait, l'aide au retour à l'emploi, d'un côté, et adresser aussi la pénurie de talent que connaissent en fait, et la pénurie de talent numérique connaissent tous nos clients et nos partenaires. Et effectivement, le bagage que doivent avoir en fait les personnes qui sont recrutées n'est pas forcément un bagage ultra technique. Donc ça, c'est l'excellence de Simplon sur le recrutement. Et ce qui est important aussi dans le recrutement, c'est le savoir-être, la posture.
Donc en région, moi je suis assez fière de ça puisque la première école de ce programme a été inaugurée à Castelnau-le-Lez en 2018 à l'époque par la présidente de région Carole Delga. Donc on a eu la chance d'avoir la première école de ce programme dans notre région, qui était une école IA. Et aujourd'hui, sur Nouvelle-Aquitaine, on a 8 promotions. Ça représente en fait 147 apprenants. Et sur Toulouse, on a 7 promotions et c'est 106 apprenants. D'accord. Et c'est partout en France, partout en Il Europe, y en a, partout dans le oui, monde? alors il y en Ouais. a, non, Ouais. et alors il y en a partout en France Mm. et sur toutes les régions de France. Parce qu'en plus, ce que tu le disais, c'est des métiers pénuriques et c'est directement qualifiant pour un job. On manque de ces métiers-là, quoi. Alors là où le cercle est particulièrement vertueux, c'est parce qu'effectivement c'est pénurique dans l'absolu. C'est pénurique aussi, tu le sais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un- un manque de femmes dans les métiers scientifiques en général et dans les métiers du numérique en particulier. Donc on pousse effectivement pour recruter des femmes dans ces promotions. La moyenne nationale est de 31%, sur la région on est à 36%. Et là aussi le cercle est vertueux, c'est que on ouvre une promotion avec Simplon uniquement si l'ensemble des apprenants a un travail, un emploi à la sortie. Donc ça veut dire que nous, Microsoft en région, les équipes qui accompagnent les clients et les partenaires, on va aussi solliciter nos clients et nos partenaires pour qu'ils prennent, pour qu'ils embauchent les apprenants des écoles Microsoft. Donc ça veut dire que d'un côté, encore une fois, on participe à un retour à l'emploi, à l'inclusion, et de l'autre côté, à adresser les problématiques de nos clients et partenaires qui manquent de talents aujourd'hui, qui ont besoin d'embaucher. Donc ça veut dire que les 126 apprenants sur Toulouse et les 147 sur Nouvelle-Aquitaine, avec Simplon, on a travaillé main dans la main pour aller démarcher en fait les entreprises, que ce soit des clients finaux publics et privés, que ce soit des partenaires d'écosystème Microsoft, pour embarquer, intégrer ces apprenants. Et comment vous faites pour essayer d'avoir plus de femmes? Alors en fait, c'est vraiment dans le recrutement. Alors ça, c'est l'expertise de Simplon et c'est en fait dans le recrutement et puis il s'appuie au travail aussi main dans la main avec des organisations engagées de la région. Ouais, qui essaie de montrer que c'est faisable et que les métiers de Voilà, la science peuvent, exactement. en tout cas de la tech, sont pas réservés à Uniquement des aux hommes. hommes. Ouais, bien sûr. Et ça commence dès le Mm. collège, en fait. Voilà, je Ça pense qu'il commence y a des ouais, stéréotypes qu'il faut aller détruire plus loin que juste au moment où ils sont là pour être. c'est clair, ça commence dès le collège. On pense souvent au lycée, mais ça commence dès le collège. Moi, je l'ai vu quand j'ai accueilli, encore une fois, en partenariat avec Tous en Stage, qui nous permet en fait de gérer tout le côté organisationnel. Dès le collège, en fait, il faut sensibiliser sur le fait que ces métiers du numérique sont pas réservés exclusivement aux hommes. Quand je participe aussi à des salons étudiants réservés au collège, et c'est vrai que le stand Microsoft, souvent, c'est beaucoup de population masculine qui vient. Et donc, les professeurs amènent les jeunes femmes. Donc, ça, c'est dès le collège et au lycée aussi. Je sais qu'on avec, en collaboration avec les Frais à Bordeaux, on est allé présenter à plusieurs lycées, en fait, l'initiative La cybersécurité, mon futur métier. Et du coup, vous allez jusqu'au collège sensibiliser. Le collège, il reste encore quelques années avant Mm, d'arriver sur le marché mm. du travail. On sait très bien que le métier que tu auras quand tu arrives sur le marché du travail, bien souvent, il n'existe même pas quand tu es étudiant, quand tu es au collège. Moi, ça me fait penser clairement notamment à l'intelligence artificielle qui est venue révolutionner nos entreprises, ou qui commence en tout cas, et même au-delà de l'entreprise, la vie perso. Vous êtes un acteur majeur aujourd'hui. J'ai même, sans parler des autres, on peut dire que vous avez du succès sur ce secteur-là. Ça correspond à quoi, du coup, pour toi, ce sujet de l'IA chez Microsoft dans le Sud-Ouest? Écoute, avant parce que ce sujet de l'IA extrêmement vaste, c'est On peut vrai passer la journée, que, c'est sûr. Ouais. voilà, quand on parlait de formation tout à l'heure, de sensibilisation en fait des nouvelles générations et des générations féminines sur les métiers du numérique,
c'est vrai que la pénurie est énorme aujourd'hui, bon, dans le numérique, mais comme je crois dans tous les métiers, mais dans le numérique en particulier. Et en 2023, la pénurie était dans les PME-TPE de 372 000 postes. Le chiffre paraît incroyable. Et sur le numérique, sur la région, c'est plus de 3 000 postes en Nouvelle-Aquitaine et plus de 4 600 postes en Occitanie. Donc c'est juste énorme, rien que dans le numérique et sur les métiers actuels. Et c'est vrai que aujourd'hui, on le sait tous, et c'est aussi des résultats d'études de la Commission européenne, en fait. En 2030, il y a 85% des métiers du numérique qui existeront en 2030 qui n'existent pas aujourd'hui, qui ne sont même pas encore conçus, en fait. Et c'est dû effectivement à l'accélération sur la réalité virtuelle, l'accélération en fait sur la robotique, l'accélération sur l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment à un momentum quand on parle justement de cet accompagnement des talents et de cette sensibilisation à la population et des jeunes générations. Et sur l'intelligence artificielle, on va avoir une accélération d'autant plus forte de ces besoins de talent, d'une part, avec plein de nouveaux métiers, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine du prompting. Tu vois, il y aura des IA prompteurs, il y aura des Donc, spécialistes de l'éthique de l'IA. comment tu écris à ChatGPT, à ton IA pour qu'elle te Exactement. sorte Le le prompting, prompt. c'est voilà, Pour ceux qui ne connaîtraient pas le prompting. Ouais. Exactement, Hmm. merci de la précision. C'est-à-dire la qualité de la réponse dépendra de la qualité de ma question, mais comme avec les êtres humains quelque part. Et donc, euh, et donc il y aura voilà ces métiers de prompteur, tous ces nouveaux métiers. Et aujourd'hui, comment on aide à relever ces défis au niveau des talents, hein. Donc, on en a parlé tout à l'heure, et puis au niveau aussi des entreprises, que ça soit au niveau national et au cœur des régions. Peut-être faire un petit retour sur l'IA, parce que je sais qu'on nous pose depuis 10 mois énormément de questions. Et 2023 était vraiment un tournant extrêmement critique, un tournant très fort autour de l'intelligence artificielle, avec des annonces majeures et des perspectives d'opportunités énormes. Et que ça soit pour Microsoft, avec notre partenariat janvier dernier avec OpenAI, puis après notre partenariat avec la startup Mistral. On a eu également en fait Mustapha Suleiman, qui est un des grands chercheurs entrepreneurs autour de l'intelligence artificielle, qui a rejoint Microsoft. Et puis, ça ne t'aura pas échappé, Guillaume, les annonces d'hier, en fait, qui ont été largement relayées, où nous avons eu l'honneur, en fait, d'accueillir le président Emmanuel Macron au siège de Microsoft, au campus de Microsoft, avec la présidente de Microsoft France et le président de Microsoft, donc respectivement Corinne de Bilbao et Brad Smith, et pour en fait faire l'annonce dans le cadre du plan Chose France d'un énorme investissement de la part de Microsoft, donc 4 milliards d'euros jusqu'en 2025. C'est énorme, c'est le plus gros investissement en France de Microsoft, et qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est l'ouverture d'un nouveau data center dans la région de Mulhouse, et précisément à Petit-Landau. C'est le renforcement des data centers déjà existants à Paris et à Marseille. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un plan de formation national et qui va être décliné au cœur des régions et dans les Microsoft Experience Lab. Un plan de formation de plus de 1 million de personnes, qui vise les personnes en recherche d'emploi, en reconversion, les étudiants, les PME, mais qui s'adresse à tous les publics, mais avec un focus particulier sur ces 3 populations. Et enfin, le troisième axe, c'est en partenariat avec Station F, c'est un plan d'accompagnement, de soutien de plus de 2500 startups. Ce plan s'appelle GenAI Studio, et il sera décliné aussi au cœur des régions, dans les labs, pour accompagner les startups régionales, locales au sein des territoires. Donc, effectivement, voilà, l'IA est et nous sommes fiers, nous, collaborateurs de Microsoft France, de cette décision de Microsoft et de cette confiance aussi, de la volonté d'investir en France de la part de Microsoft. Donc, les signaux sont très forts, très positifs, et ça met en exergue aussi cet investissement depuis plus de 40 ans de Microsoft en France et dans les régions. Et juste Ouais, ça, pour une fois, on peut se célébrer qu'un succès, on est très bon pour s'auto-flageller. Ça vient
récompenser quoi? La profondeur du marché, malgré tout la bonne formation des talents français, euh, le dynamisme récent de la peut-être de cette bon, même si ça a été moqué de la French Tech et c'est tout ça qui fait que finalement c'est pas un hasard qu'il y ait une entreprise comme Microsoft qui vienne encore affirmer que ça qu'elle croit dans ce pays et dans ses talents et qu'on peut faire plus. Clairement, il y a aussi, en fait, cette richesse dans le savoir-faire aussi, que ça soit au niveau des startups, mais que ça soit au niveau on parle souvent des cerveaux français. Cette richesse dans le savoir-faire, cette dynamique et ce plan national aussi, qui est là également, pour booster et puis toutes les initiatives, quand on parle de former plus d'1 million de personnes, cette initiative, qui est lancée par, Microsoft France et plus de personnes seront acculturées à l'intelligence artificielle au bénéfice de tous, hein. Je parle de façon générique et agnostique, mieux ça sera pour nous tous, que ça soit dans le domaine public, ou dans le domaine, ou dans le domaine professionnel. L'intelligence artificielle aujourd'hui, crée de l'émotion, crée des questions, peut créer peut-être des craintes et c'est plutôt sain et rassurant et c'est même, j'ai envie de dire, légitime et cette acculturation est nécessaire, pour, une bonne utilisation de l'intelligence artificielle qui reste en fait un assistant personnel de l'être humain. C'est vraiment un assistant, c'est un copilote de l'être humain, c'est son meilleur allié et il faut qu'il le reste. Et plus de personnes se l'approprieront, mieux ce sera utilisé au bénéfice de chacun et de tous. Là, j'ai vu une vidéo récente où pour le coup tu parles à ton assistant comme dans un film de science-fiction où tu voyais que ton intelligence artificielle pouvait te parler, changer de voix comme tu veux et t'es plus uniquement dans le prompt et j'ai l'impression qu'on va très très vite vers ça. Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, parce que souvent, moi, quand je me fais interpeller par des clients, par des organismes, par des élus, c'est de se dire, mais pourquoi aujourd'hui une telle actualité, et ce ne sont pas que des effets d'annonce, une telle actualité autour de l'intelligence artificielle. Puisqu'en fait, l'intelligence artificielle, elle existe depuis plusieurs décennies, pour être précis, depuis les années 50, et même on peut remonter les prémices aux études de Turing. Donc ça fait un petit moment que l'intelligence artificielle existe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une telle actualité autour de l'intelligence artificielle? Et d'ailleurs, bien souvent, on l'utilise déjà sans s'en apercevoir depuis plusieurs années. Les agents conversationnels, les chatbots, quand tu es sur un site d'e-commerce, dans le monde du médical, l'imagerie médicale, les réseaux sociaux, hein, donc on le sait tous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette actualité très très forte, qui encore une fois, ce n'est pas qu'un effet d'annonce, et qui touche tout le monde, y compris peu tous les clients, y compris certains clients qui pouvaient être moins enclins à aller, sur ces sujets-là. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle et tu viens de citer cet exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui est artificielle qui est capable de créer et non pas seulement de régurgiter des infos pour lequel elle aura subi un apprentissage en fait. Elle aura suivi un apprentissage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable de créer du texte, des images, de la voix, elle est capable de créer des histoires, de concevoir des produits. Ça, c'est le premier point. C'est déjà, elle est capable de créer. Le second point, c'est qu'en fait, on peut interagir avec elle en langage natif, en langage humain. Et du coup, on décline le troisième point, qu'elle est accessible à tous. Tu vois, tout le monde aujourd'hui a joué avec ChatGPT grand public. Donc, elle est accessible à tous, grand public, professionnel, et quelle que soit la taille des entreprises. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, les projets d'intelligence artificielle, ou quelques années, c'était réservé aux très grandes entreprises avec des gros budgets. Donc, c'est en fait ce qui fait cet effet, en fait, cette vague, cette révolution, véritable révolution, certains parlent de véritable révolution, c'est vraiment cette démocratisation de l'IA. Et puis, bien sûr, après, sur un côté, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité technique au niveau des processeurs, au Oui. niveau des cartes graphiques, etc., d'aller, De voilà, processer beaucoup de data et on voilà, a beaucoup plus de data et qu'avant. on a beaucoup Voilà. plus de data qu'avant, et ces data, elles sont mieux structurées, elles sont mieux travaillées, elles sont plus facilement, on arrive plus facilement à les valoriser. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de troisième révolution
après le PC et Internet. Et même certains parlent de révolution industrielle, comme à une époque l'imprimerie, parce que ça donne un accès en fait au savoir, une diffusion du savoir qui est générale, qui est très importante, avec de nouveaux écosystèmes qui se créent, des nouveaux métiers, des nouveaux modes de découverte. Et moi, j'aime bien, je prends souvent cet exemple, mais qui remet en fait à l'échelle et que tu dois sans doute connaître, c'est de dire il a fallu en fait 16 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu en fait 16 ans pour le téléphone mobile, il a fallu 7 ans pour Internet et il a fallu 3 mois pour ChatGPT. Mm. Donc ça, Pour ça atteindre le nous million donne un peu, d'utilisateurs. Ouais, voilà, ça nous, la pour les 100 puissance millions d'utilisateurs, de voilà, l'adoption. ça Ouais. nous donne cette échelle. Mm. Donc, donc là, on parle de façon générique. Et puis, cette révolution, elle va permettre d'offrir aux entreprises, en fait, l'opportunité de se transformer plus rapidement, de se développer, de créer de nouveaux services, d'adresser de nouveaux marchés. Et j'avais lu une étude IDC en début d'année 2024, où en fait 8 PDG sur 10 considèrent en fait l'intelligence artificielle comme la priorité dans leur transformation numérique. Donc de s'appuyer sur l'intelligence artificielle. On sait aujourd'hui que beaucoup de collaborateurs, de façon officielle ou pas, utilisent l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise. Ça fait à peu près 66%. Et plus de la moitié sont convaincus que ça va transformer leur façon de travailler, ça va transformer les métiers. Et aujourd'hui, pareil, toujours les chiffres de cette étude d'essai qui sont intéressants à voir, c'est qu'on a 39% des entreprises qui rapportent un retour sur investissement, un ROI x2 en fait en utilisant l'intelligence artificielle. Moi, ça fait des mois que je m'y intéresse. J'ai formé tous mes salariés il y a peut-être 9 mois, en tout cas pour qu'ils aient pas d'appréhension à interagir avec ce chat GPT. Mais quand même, parfois, on a un peu le vertige, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est un peu comme au début d'Internet, où on est convaincu que ça va révolutionner beaucoup de choses, mais on ne sait pas non plus précisément ce que ça va révolutionner. Quand vous avez des patrons de PME, de TI qui disent on sent bien qu'il y a un truc incroyable qui est en train d'arriver, mais on ne sait pas par quel bout le prendre, comment vous arrivez à les aider, peut-être dans le Microsoft Lab, comment vous faites? Alors c'est vrai, c'est vraiment tu as mis le doigt là, effectivement. Aujourd'hui, la question c'est pas si je dois y aller, c'est pas, quand je dois y aller, mais c'est plutôt comment je dois y aller. Donc il y a tout un sujet, d'acculturation et de formation. Vraiment d'acculturation. Donc déjà pour bien comprendre ce que c'est capable de faire et de ne pas faire. Que ça puisse inspirer les gens et pas générer de la peur ou de la frustration. C'est aussi préparer les collaborateurs à des nouvelles façons de travailler et de réfléchir. Et c'est toute l'organisation qui est concernée. Tu vois, tu en parlais, c'est-à-dire c'est les collaborateurs, c'est la direction, c'est les collaborateurs terrain, les populations, tu vois, qui sont dans les bureaux, comme les populations techniques, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et c'est là aussi que des acteurs que Microsoft et ses partenaires sont là pour aider et accompagner les entreprises. Donc il y a tout ce sujet acculturation et formation. Il faut absolument impliquer la direction générale, puisque c'est elle qui va donner l'élan, qui va guider, qui va rassurer aussi, qui va mettre en place la gouvernance. Et c'est identifier aussi les enjeux. C'est-à-dire, on ne va pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Il n'y a Ouais, c'est pas un aucun objectif en intérêt. soi. Ce n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire, quels sont mes enjeux métiers, quels sont mes enjeux stratégiques, quels sont les cas d'usage qui peuvent être aujourd'hui portés par l'intelligence artificielle générative qui peut être comme l'IAGène en synthétique, qui peut être supporté par l'IAGène dans notre jargon, qui peut être réglé par l'IA générative. Et puis aussi, c'est d'aller mettre aussi les indicateurs clés pour mesurer l'impact. Est-ce que ça a réellement un impact Oui, ou pas? oui, Quelle est la ton mesure de x2, le l'impact? x2 que tu Voilà, évoquais, ouais. exactement. Donc il y a tout ça. Il faut se faire accompagner et aller identifier rapidement les 2-3 cas d'usage qui vont tout de suite finir d'emporter toute l'entreprise et avoir des ambassadeurs. Mais je dirais que c'est aussi, enfin, dans les sujets d'adoption, hein, quand on parle des solutions collaboratives, quand il y a eu le grand déploiement des solutions collaboratives, des nouvelles solutions collaboratives, voilà, les ambassadeurs jouent un rôle important. Et puis, un sujet très important, c'est de mettre la gouvernance, en fait, et l'éthique
nécessaires pour avoir une IA responsable. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle sans intelligence artificielle responsable. Et ça, c'est un point majeur, c'est-à-dire que il faut que ça reste, et c'est le meilleur allié, en fait, c'est notre meilleur allié, mais un peu comme l'image de la pharmacopée dans l'Antiquité, ben, une solution, une substance, selon le dosage, selon l'utilisation, c'est autant un poison qu'un médicament. Et puis moi, j'aime bien aussi la phrase de Rabelais, donc ça, c'est mes lointaines années d'études, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Donc il y a une implication, nous, par exemple, Microsoft, on est dans un comité qui réfléchit et qui travaille sur les règles d'éthique qui s'appelle Impact IA depuis 2018. Il y a aussi tout ce que font les les instances gouvernementales. Et puis aussi, on vient de publier semaine dernière, en fait, notre premier rapport annuel de transparence sur le programme d'IA responsable. C'est-à-dire, on donne les informations de comment on crée nos solutions, comment on crée nos briques de Lego de solutions qui permettent de créer des solutions basées sur l'IA générative, comment on les déploie, on donne de la méthodologie, de la gouvernance pour que aussi nos entreprises clientes ou les organisations clientes en fait déploient, mettent en place en fait des solutions basées sur l'IA générative en respectant des règles, des méthodos, une éthique qui en fasse des solutions qui reposent sur de l'IA responsable. Hmm. Non, tout à fait en phase avec toi. Mais du coup, pour essayer de bien comprendre, pour commencer dans une entreprise, je mets de côté le perso, alors que je l'utilise pas mal pour inventer des histoires, pour organiser un week-end, c'est génial, je recommande. Tu peux déjà l'utiliser et inciter tes salariés à utiliser une IA générative pour créer, dès que tu as besoin de créer du contenu. Ça peut être un temps 1. Ce que je comprends aussi, c'est que dans un temps 2, tu peux lui demander de t'aider à analyser de la donnée, tu peux lui balancer un fichier Excel, commencer à te demander de t'aider. Mais est-ce que le temps 3, c'est de se dire, bon, bah, aujourd'hui, chaque boîte a ses logiciels maison. Alors, beaucoup au début se contenter de la suite, le pack Office. Mais après, quand tu grossis, tu as des logiciels maison. L'idée, c'est quand même de se dire que ça va arriver là-dedans et que à terme, chaque entreprise aura l'IA partout finalement, peut-être même sans le savoir, et que dans tes logiciels qui te permettent de facturer, de faire ton job, de connaître tes clients, etc., de fidéliser, tu auras l'IA partout de façon consciente ou inconsciente. Alors, en fait, il y a aujourd'hui, sur l'IA générative, Microsoft, il y a les solutions en fait on va dire sur étagère qui sont infusées à l'IA générative, solution de Microsoft, et ça va être la solution collaborative de Microsoft M365 Copilot. Et le nom qui a été choisi a été Copilot. Et c'est un nom sciemment choisi, c'est-à-dire c'est pas le pilote, c'est le copilote. Il est là, c'est un assistant personnel. Et quand on a fait nos premières annonces début 2023 de notre partenariat avec OpenAI, Bill Gates avait dit, voilà, le challenge aujourd'hui, le challenge technologique, il est sur les assistants personnels. Donc, ça va être des solutions sur étagère que les clients pourront acheter, pourront souscrire et qui seront infusées à l'intelligence artificielle générative. Et chez Microsoft, encore une fois, ça s'appelle M365 Copilot, Copilot for Finance, Dynamic Copilot, etc. GitHub Copilot pour le développement. Et puis, ça va être aussi des briques prêtes à l'emploi qui vont permettre en fait de bâtir aux clients leur propre solution basée sur l'IA générative, qui seront des solutions, on va dire, sur mesure. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, au sein de nos labs et au sein des régions pour accompagner nos clients? J'en parlais au début de notre interview, c'était par exemple les sessions d'idéation où on va phosphorer, on va expliquer ce qu'est l'IA générative, ce que ça fait pas, les grandes règles d'éthique en préambule. Et après, on a une méthode de design thinking où on va phosphorer autour des cas d'usage qui pourront être portés par l'IA générative et on va bien sûr les prioriser avec le client. Donc ça, c'est des sessions d'idéation, c'est du conseil qu'on fait avec nos clients au sein de nos labs sur une journée où c'est vraiment en phosphore et avec nos partenaires. Mais ça va être aussi de la culturation. Par exemple, j'ai eu le loisir d'intervenir en mars auprès des élus de Groupama Doc, donc auprès de 120 élus, pour les acculturer sur l'IA générative,
où on a fait aussi un podcast avec le CIC en 10 épisodes. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Les règles d'éthique, comment on s'y prend? Donc, qui est destiné aux PME, aux TPE. Ou également, on intervient auprès des clusters numériques de la région, auprès des collèges. On a fait des hackathons, comme j'expliquais tout à l'heure, auprès de collèges, mais également un hackathon avec l'école de commerce Cage à Bordeaux, où on est intervenu également en septembre dernier auprès de Montpellier Business School, auprès de 400 étudiants pour expliquer l'impact social, sociétal, l'impact de l'IA générative. Et on a fait aussi des sessions d'apprentissage de prompting, on en parlait tout à l'heure, avec les frais à Bordeaux. Voilà. Et puis il y a également une grande initiative qui a été présentée et d'ailleurs reprise hier par le président Emmanuel Macron, et qui est une initiative nationale qui s'appelle Avulia et qui est déclinée au sein des régions, au cœur des régions. Et d'ailleurs, en Occitanie, on a été parmi les premières régions à travailler sur ce sujet-là, à déployer, décliner cette initiative. Et Avulia, justement, c'est ces 3 piliers. C'est-à-dire, le premier pilier, c'est l'acculturation et la formation, où on met à disposition des modules de formation pour la grande majorité agnostique et gratuits dont peuvent bénéficier le grand public, les professionnels, les étudiants, donc des modules de formation et d'acculturation. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir proposer, de permettre aux entreprises, aux PME, aux TPE, au cœur des territoires, d'accélérer sur l'appropriation de l'IA générative et de pouvoir s'en servir pour accélérer leur développement et leur transformation. Et là, c'est les ateliers dont je te parlais qu'on peut faire au sein de nos labs avec nos partenaires. Et enfin, c'est de pouvoir leur partager une bibliothèque de cas pratiques, de cas d'usage qui sera publique et disponible pour tout le monde. Il y a un thème un peu plus anxiogène pour les boîtes, c'est la cybersécurité. Là aussi, je sais que c'est des solutions que vous proposez aux entreprises. Alors, qu'on parle en fait, qu'on parle en fait, il y a 2 grands sujets du numérique chez nos clients aujourd'hui. C'est effectivement la cybersécurité et l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est vraiment les 2 grandes priorités quand on discute avec nos clients, avec les comités de direction. Je te confirme, c'est les 2 grandes priorités du moment. Et sur la cybersécurité, l'actualité, les crises qui sont traversées, effectivement, font que les menaces augmentent de façon exponentielle. Que ça soit, c'est vraiment l'enjeu des clients, c'est de pouvoir se protéger contre les attaques ciblées, d'une part, et d'autre part, d'éduquer, de sensibiliser les collaborateurs à la cybersécurité et les bons réflexes à avoir. Donc nous, notre stratégie, elle est autour de 4 grands piliers. C'est détecter, protéger, sensibiliser, former. Et là aussi, on a la déclinaison de nos initiatives nationales au sein des régions, au cœur des régions. Donc on a lancé un grand plan cybersécurité d'envergure nationale qui est décliné au sein des régions, qui est de former plus de 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité d'ici 2025. Donc, il y a 2 grandes priorités qui sont sensibiliser d'une part, et également donc à la cybersécurité et au métier, on en a parlé précédemment, et former les professionnels de la cyber. Donc là, il va y avoir 2 grands axes. Donc, un premier axe qui est au cœur de notre métier, c'est-à-dire former des partenaires, recruter des partenaires experts sur le sujet, les former, les accompagner, mettre à disposition de nos clients des formations autour de la cybersécurité. On a des ateliers, on a tout un tas de dispositifs dont nos clients et nos partenaires peuvent bénéficier. Donc des ateliers, des audits, vraiment qui sont focusés sur la cybersécurité. Donc là, je dirais c'est notre cœur métier d'accompagner nos partenaires et nos clients sur ce sujet-là. Et puis après, le deuxième axe, qui est plus dans nos missions qu'on doit remplir et qui sont déclinées aussi au cœur des régions, ça va être de pouvoir présenter
des initiatives comme la cybersécurité, mon futur métier, qui s'adresse plutôt aux lycéens et aux collégiens. Ça va être aussi les écoles cybersécurité opérées par Simplon. Donc, on a une promotion actuellement en cours à Toulouse. Et puis, c'est mettre à disposition auprès des clusters régionaux, des institutions de cybersécurité régionales, de pouvoir mettre à disposition nos experts, toute la matière dont on dispose et dont ils peuvent bénéficier. Mais ouais, merci. Et tu disais former, parce que c'est vrai que une fois que l'infrastructure est bonne et que tu as mis en place toutes les protections, l'erreur est souvent humaine et c'est là que tu peux te faire avoir, quoi. Et voilà, alors exactement, c'est vraiment ce sujet d'acculturation et de sensibilisation. Et merci de ton point, parce qu'on organise aussi dans nos labs, en fait, des sessions pour nos clients animées par nos partenaires spécialisés sur la cybersécurité. Et ces sessions sont là déjà pour, partager en fait, bah, enfin, quand on parle de sécurité, de cybersécurité, on parle de quoi? Ça repose sur quoi? On fait de l'acculturation, on fait aussi un état de la maturité, du niveau de maturité du client, et on décline avec lui la feuille de route, en bon français la roadmap cybersécurité qui doit être en place pour être complètement tranquille en fait. C'est aussi des sessions qu'on propose à nos clients et dont ils peuvent bénéficier. Ah oui, qu'il est urgent de mettre en place dans les entreprises. Alors, j'avais une question, mais tu as le droit à un joker. Tu as le droit de ne pas répondre. Il est sympa, Bill Gates? Alors moi, je fais partie, je pense, aujourd'hui des rares personnes qui ont eu le plaisir de le rencontrer, puisque je te le rappelle, je suis rentré chez Microsoft en juillet prochain, ça fera 25 C'est ans. pour ça que je te pose la question, hein. Voilà, et il y avait chaque année donc l'ensemble des collaborateurs Microsoft qui on se réunissait aux États-Unis pour en fait le lancement de l'année, et Bill Gates intervenait en direct et animait des sessions. Donc, comme toutes les personnes extrêmement intelligentes, qui ont une intelligence hors norme, c'est quelqu'un qui est très timide et très réservé, mais très sympathique. Mais pour moi, il marque l'histoire. Et l'avoir côtoyé en vrai, c'est un événement. C'est une chance. En fait, c'est une chance, vraiment c'est une chance de l'avoir côtoyé en vrai. Je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. À une époque, il y avait peu de grands personnages comme lui, avec une très grande vision, que ce soit dans le monde du numérique ou avec sa fondation aujourd'hui, qui a une énorme vision, qui a, voilà, encore une fois, une intelligence hors norme. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, tu disais que tu travaillais chez Microsoft et Bill Gates, voilà, tout le monde connaît, quoi. Ça parle à tout le monde. Bon, merci pour l'anecdote. Pour terminer, j'ai souvent cette petite question plus perso sur tes passions. Alors souvent ça peut être quelle équipe de foot tu supportes, en espérant que la réponse est toujours l'OM. Mais sinon c'est pour toujours bien découvrir les régions, savoir comment tu profites de ta région quand tu as du temps libre. Sans de dévoiler de secrets. Non, alors tu sais, alors déjà, tu sais, dans la région sud-ouest, c'est pas le foot, c'est le rugby. Donc déjà, alors tu dis rugby, tu dis feria, tu dis fête, tu dis culture autour de la gastronomie, tu dis jeu collectif, Vivre puisque tu parles ensemble. rugby, le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Et puis après, on est dans une région magique de montagne, de mer. Oui, ou voilà, avec le bien vivre ensemble. Avec plein de choses à faire. Super. C'est un pays de cocagne. Eh oui. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci Guillaume, merci à toi, merci de ton invitation. À très vite. À très bientôt.